Cette... Ah, Bonjour à tous. extrait de casier judiciaire. Si On vous, parle pas de gens de... si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis Étienne Lemarié, le secrétaire du GRISOF, groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Hervé Maisonneuve, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hervé Maisonneuve est un spécialiste de l'intégrité scientifique. Nous le connaissons bien par ses conférences, ses interventions multiples, également par son blog Revue et Intégrité, que vous pouvez charger directement en vous inscrivant à sa mailing list. Vous pouvez également le trouver sur notre bulletin Sciences ouvertes du GRISOF que nous publions tous les 2 de chaque mois. Pourquoi le 2 de chaque mois? C'est parce que c'est le matin où Hervé met son blog à disposition et donc on fait le relais. Alors aujourd'hui, Hervé va nous parler de la crise de la gestion des savoirs et c'est un sujet extrêmement préoccupant qu'il connaît très bien. Et sans tarder, je lui passe la parole. À toi, Hervé. Eh bien, bonjour à tous, merci. Je voudrais dans ce propos vous montrer l'histoire des revues et que probablement actuellement on est dans une phase historique où les revues sont menacées et je ne sais pas ce qui se passera plus tard. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'aurai essentiellement deux messages aujourd'hui. On va retomber un petit peu sur quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent, qu'on appelle les revues prédatrices. Donc, on en parlera un petit peu, on n'ira pas dans les détails, mais il ne faut pas tomber dans ces pièges. Elles sont mieux connues, donc il y a des gens qui commencent à éviter, hein, et ça reste le domaine de chercheurs crédules, voire de complotistes, puisque ça a été très utilisé par les groupes autour de M. Raoult et M. Perron, et toujours aujourd'hui, pour essayer de faire passer des messages. Ils disent on a publié. Ça va être mon premier message, cette détérioration des revues. Et puis un deuxième qui est un petit peu plus récent, parce que c'est sorti dans la grande presse, en France, dans Le Monde, dans l'Express, en Angleterre, dans l'Économiste. Depuis 10 ans, il y a une inflation des publications inimaginable. Il y a en gros, sur le seul index Web of Science, 1 million d'articles en plus chaque année par rapport à l'année précédente, hein. Donc, on est en train de monter à une allure folle sur le nombre des publications. Et c'est essentiellement dû parce que les sociétés savantes n'ont plus la main. Il y a des acteurs très mercantiles qui ont pris tout ça et qui arrivent à solliciter des chercheurs un peu incrédules. Et derrière tout ça, il se passe encore d'autres choses. Il y a des faux articles dus à l'IA, essentiellement l'intelligence artificielle, et les éditeurs reçoivent des faux articles et ne savent pas comment les dépister. Donc on est dans une phase où à la fois peut-être que l'histoire des revues prédatrices prendra fin d'ici 10 ans, 20 ans, mais le relais est pris par d'autres modes de publication. Moi, je m'appelle Hervé Maisonneuve, je suis médecin de santé publique. Bon, ça a déjà été dit, j'ai beaucoup travaillé en rédaction scientifique. J'étais référent intégrité scientifique et actuellement, je vous en parlerai après, je suis sur un comité d'experts qui essaye de faire une liste positive des revues dans le domaine médical. Je reviendrai là-dessus. Alors, de façon brève, parce que les livres sur l'histoire des revues sont nombreux, celui qui est ici fait 350 pages, donc vous voyez avec toutes les fautes. Les revues au XVIIe siècle ont eu des rôles qui devraient être toujours les mêmes aujourd'hui. L'enregistrement du savoir, on prend date, l'évaluation et la certification des savoirs, la dissémination aux membres et l'archivage. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, les questions d'archivage sont parfois moins bonnes que c'était il y a 200 ans, hein. C'est assez surprenant, mais les revues gardent encore ces 4 messages. Je vous ferai 300 ans d'histoire en une seule diapo. Il y a eu la phase d'invention, sur laquelle je ne reviendrai pas, invention par des sociétés savantes.
Et à ces moments-là, 18e, 19e, on était rédacteur en chef de la revue et en même temps, on était politique dans la société civile. Donc, il y avait une mainmise des sociétés savantes. En fin XVIIe siècle, on a un peu institutionnalisé tout ça. D'autres sociétés savantes ont créé des revues sur le modèle d'autres. Il y a eu toute une histoire. Et c'est devenu un petit peu plus professionnel ensuite, où on a commencé à donner des postes de rédacteur en chef, des choses comme ça. Avant, ça n'existait pas. Et la grosse croissance, c'est fin du 19e siècle jusqu'aux années 50, où là, la science elle-même, en volume, a changé, des partages entre pays, parce qu'au début, les revues, je ne l'ai pas dit, ont été essentiellement européennes. Toutes les vieilles revues sont des revues européennes aujourd'hui, hein. Les revues américaines sont arrivées près de 200 ans après, hein. Donc la connaissance était européenne, avec des revues au départ qui publiaient en plusieurs langues. La croissance est allée jusqu'à 1950, et après 1950, sont arrivées sur le marché des sociétés commerciales, et il n'y en avait pratiquement pas avant, qui ont commencé à prendre, disons, la gestion des savoirs en main. Et là, les sociétés savantes ont tenu un certain temps, mais ont de la difficulté à résister à ce tsunami que je vais vous décrire. Donc, si vous voulez, pendant 200, 300 ans environ, on a eu une période faste. Et puis, à partir des années 70-80, il y a deux gros phénomènes qui sont arrivés. Il y a le premier phénomène, facteur d'impact, inventé en 1963, où je mène aux hauts dirigeants, mais un certain nombre de personnes ont fait que l'évaluation des chercheurs n'a pas été basée sur la qualité de la recherche ni sur la qualité des articles, mais a été basée sur la notoriété des revues dans lesquelles ces chercheurs arrivaient à publier. Vous publiez dans une bonne revue, ça veut dire que votre travail est bon. Vous publiez dans une mauvaise revue, ce n'est pas un bon travail. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de raccourci qui fait que tout le monde a bien compris, les chercheurs qu'il fallait augmenter le volume, les revues ont joué pour augmenter leur notoriété, ont joué pour augmenter leur facteur d'impact, en autocitant, en faisant des tas de choses que je ne décrirai pas aujourd'hui. Les évaluateurs ont gagné du temps parce que c'était manipuler une boule sur un boulier et puis ça tombait, ils n'avaient pas à lire le travail, ils avaient des chiffres qui étaient des indicateurs sans se poser la question de comment étaient manipulés ces chiffres. Et l'auteur est devenu commercialement vendable. Ce livre d'un Australien explique comment un auteur, par son nombre d'articles, a une valeur marchande en dollars. Et en même temps, des pratiques discutables en recherche ont émergé parce que, vous savez, je m'aperçois que mon voisin qui truque ses valeurs de P ou ses tests réussit à passer dans des revues alors que moi, qui donne mes vraies valeurs, je ne passe pas. Et socialement parlant, pour survivre, il faut parfois un petit peu bricoler parce qu'on n'arrive pas à être pris. Donc il y a eu toute une dérive que je mets liée au facteur d'impact, mais à beaucoup d'autres facteurs. Et c'est en gros l'évaluation des chercheurs qui a poussé tout ça. Ça a été un premier choc auquel il a fallu. Le deuxième choc, c'est cette révolution à partir de 1994-95 pour les revues que vous connaissez en médecine, British Medical Journal et New England. On a commencé à mettre des PDF sur des sites. Et à partir des années 2000, tout le monde a voulu ce qu'on a presque aujourd'hui. Tout est gratuit, tout est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout arrive devant moi. Alors bien sûr, ça a beaucoup modifié le contexte, parce que derrière tout ça, je ne dis pas qu'on a tout gratuit, hein, il y a encore beaucoup de choses, hein. Derrière tout ça, les revues se sont posées la question du modèle abonnement. C'est-à-dire le modèle abonnement, c'est le lecteur qui paye pour lire. Et beaucoup de revues à partir de 2000, 2002 et 2006 ont commencé à être créées sans abonnement. Comme ça, c'est gratuit pour tout le monde. Mais quand vous êtes sans abonnement, d'où viennent les ressources? On va le voir tout à l'heure. Et la ressource a été choisie, et les revues ne s'attendaient pas à ce que ça marche, a été choisie en demandant aux auteurs de payer. Donc ça devient l'auteur qui paye pour publier, et ça a aussi facilité le volume. Donc deux gros chocs pendant cette période jusqu'à maintenant, hein, le facteur d'impact, le publish or perish, l'open access, qui fait qu'on est dans une période actuellement
qui est relativement difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je serai rapide. Quand le modèle abonnement disparaît, 3 modèles économiques existent. Et ils ont des jargons. Ce qu'on appelle la voie verte, c'est-à-dire que l'auteur ne paye pas et il pose sur une plateforme et plus ou moins gérée et tout devient gratuit. La médecine n'adhère pas encore à ça. La médecine n'est pas là-dedans. Elle y est en partie par les préprints sur medRxiv, mais des disciplines comme les mathématiques ou la physique ne publient pratiquement plus que comme ça. On dépose les manuscrits sur un site et puis il y a plus ou moins pas de relecture, mais des disciplines sont arrivées à faire ça et c'est devenu, dans la physique et les maths, une voie commune. On pourrait imaginer que nos universités, et ça se fait, aient leur propre site. En France, il y en a un qui s'appelle HAL, où c'est du modèle vert, on dépose et puis voilà, hein, c'est disponible à la communauté. Le modèle historique abonnement est devenu souvent le modèle doré. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque les abonnés ne payent plus, on va demander aux auteurs de payer. Alors c'est par exemple aujourd'hui pour 100% des articles du groupe PLOS, enfin ça va changer, mais actuellement au groupe PLOS on paye, et on paye des prix de 3 5 000. Des vieilles revues, et je vous ai mis ici une copie écran du Lancet, jouent encore sur les 2 modèles, parce que si vous n'êtes pas sur des codes de votre université ou de votre bibliothèque et que vous êtes chez vous en dehors de ces codes, si vous ouvrez le Lancet, vous aurez par exemple là-dessus des articles Open Access, vous le voyez sur le premier article où en orange il y a marqué Open Access, et des articles suivants où il n'y a rien marqué, parce que le suivant, il n'est que pour les abonnés. Celui où il y a marqué Open Access, les auteurs ont payé 5500 livres pour être Open Access. Donc là, il y a des revues qui jouent un peu sur les 2 modèles. Les abonnés payent encore. Ceux qui veulent que ce soit hors abonnement, ils payent aussi. C'est un modèle qui est destiné de toute façon à disparaître, qui n'est pas très tenable. Et puis sont rentrés dans le jeu des auteurs que je qualifierais de piètre qualité, qui sont ici en bas, et qui ont dit on va faire payer moins cher que PLOS, moins cher que le Lancet, hein, mais on va aller beaucoup plus vite. Sous-entendu, la qualité de ce qu'on publie en 3 semaines est inégale. Je n'ai pas dit est mauvaise. Hein. Donc, un modèle vert où tout le monde dépose ce matin, un modèle doré qui est assez prédominant chez nous, et un modèle dit diamant qu'on connaît aussi moins dans le domaine médical, c'est-à-dire que ce sont des institutions ou des fondations, ici je vous ai mis la Gates Foundation, hein, ou je vous ai mis le Wellcome Trust en Angleterre, qui créent leur propre journal, et donc ils gèrent tout, ce qui fait que les auteurs n'ont rien à faire, il y a un peer review, il y a une relecture, et souvent ils demandent aux recherches qu'ils ont financées de déposer leurs manuscrits de façon privilégiée sur leur journal. Donc, on pourrait imaginer qu'un jour, en France, en Afrique, des institutions créent leur modèle diamant et disent, il faut venir chez moi et voilà comment ça marche. Donc là, il y a un peer review. Hein. Autant dans le modèle vert, le peer review n'est pas clair, n'est pas fait. Autant dans les 2 modèles doré et diamant, il y a une relecture par les pairs. Donc actuellement, je vous fais de façon simple un monde extrêmement complexe, extrêmement obscur. Et si vous voulez, on pourrait imaginer, mais là je suis extrêmement prudent, que l'avenir pourrait être à l'ouverture, à la gratuité pour le lecteur, je n'ai pas dit à la gratuité pour le système, où il y aurait des partages de données et beaucoup de gens ont inventé des facteurs d'ouverture. Et nos institutions, je note en Europe, mais le CAMES ou autres suivront obligatoirement. Nos institutions, dans ces modèles d'évaluation sur le facteur d'impact en comptant des chiffres, sont en train d'introduire tout doucement dans certains pays la notion d'ouverture, de bonnes pratiques de publication pour, disons, valoriser le travail de certains chercheurs qui sont partis sur des modèles plus ouverts ou des modèles plus vertueux. Mais ça, c'est un avenir et je ne peux en aucun cas être sûr de ce que je dis dans ce domaine. Alors, au milieu de tous ces mouvements, j'ai bien dit 2002-2010, sont arrivés de nouveaux acteurs
et je vais vous évoquer trois nouveaux acteurs au cours de cet entretien. On va d'abord essentiellement faire très simple sur les revues prédatrices. J'introduirai plus tard, après qu'on ait fait une petite discussion au milieu, les revues de faible qualité. Et je n'évoque pas aujourd'hui les revues légitimes, qui sont toutes ces revues historiques anciennes, créées il y a 50, 100 ans ou plus, et que vous connaissez, et qui existent, et qui sont encore, et heureusement, tenues par des sociétés savantes. Donc, on a bien compris qu'il y a un modèle lecteur-payeur historique qui est en voie de disparition, qui cohabite avec d'autres modèles, mais l'apparition de ce modèle voie dorée, l'auteur qui paye, a donné des idées à certains chercheurs. D'abord dans des pays comme l'Inde, beaucoup moins en Chine, en Égypte, dans des pays d'Europe de l'Est, au Moyen-Orient, un marché s'ouvre, c'est-à-dire que des clients arrivent. Donc, comme il y a des clients, ben, on va essayer de leur apporter ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que veulent ces clients? Ne pas être emmerdés, publier vite. Donc, on va leur faire un système qui coûtera moins cher et on va créer des revues. Et là, les sociétés savantes ne sont pas dans le jeu pour essayer de répondre à ce qu'ils veulent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous ai dit que cohabitaient ces trois types de revues. Dans le modèle doré où les auteurs payent, les revues prédatrices ne demandent pas beaucoup d'argent. Les revues que je vous déterminerai tout à l'heure de piètre qualité demandent un peu plus. Et les revues légitimes demandent beaucoup. Actuellement, dans la médecine, 3 4 000 euros ou dollars sont demandés. Bien sûr, beaucoup de revues, et je parle à nos amis africains, diminuent ces taux pour les pays à bas revenus ou d'autres choses, voire acceptent de les publier gratuitement. Donc il faut être bien clair là-dessus. Là, je parle d'un monde développé et riche qu'on fait payer, mais que sur demande, sur justification, c'est facile. On peut publier gratuitement. Mais attendez, s'il s'agit que ce soit des chercheurs européens qui mettent en premier auteur un auteur malien uniquement pour essayer de ne pas payer, là, les revues s'en aperçoivent, elles ne veulent pas, parce que tout se passe actuellement. Revue légitime, je vous ai mis 10 000 euros, c'est Nature, par exemple. Donc, plus la revue est prestigieuse, plus elle monte ses prix. J'ai pris deux exemples de revues prédatrices pour vous en parler. Les revues africaines sont aussi prises par certaines fraudes. Je vous en parlerai plus tard pour le Mali médical. Là, vous voyez, j'étais il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans en Côte d'Ivoire, et des auteurs, on faisait un cours, et des auteurs qui sont en haut à droite sur traitement de l'hépatite chronique. Ce sont des copies d'écran qui sont mélangées là. Des auteurs viennent me voir en disant, regardez, c'est super, on a publié cet article. Ben, je leur dis bravo, hein. Puis je connais un peu, je sens que la revue, elle ne doit pas tenir la route. Alors je leur dis, mais vous savez, vous avez payé combien? Alors ils me répondent 200 dollars. Ah, alors là, ça commence à me faire un peu peur, hein, parce que 200 dollars. Vous avez publié en combien de temps? Oh, ben, en 3 semaines, on est vraiment très content. D'ailleurs, on a publié un second. Ah bon, ben, bravo, bravo, bravo dans cette revue. Oui. Vous avez payé combien? 400. Ah bon, pas le même prix? Et en fait, on vient vous voir parce qu'on a un troisième accepté, et cette fois-ci, il nous demande 800 dollars. Donc, vous voyez, ces gens sont ces revues, derrière ces revues sont des bons professionnels. Quand ils sentent qu'ils ont un poisson et un hameçon, ils jouent, ils augmentent le prix ou ils font des tas de choses. Alors, comme ils ne voulaient pas me croire que la revue était particulière, je leur ai montré d'abord des copies d'écran que vous avez en haut à gauche, et je leur ai démontré que les facteurs d'impact ou les index étaient faux, hein, on est allé chercher. Je leur ai démontré en bas à droite, Contact Us, que les adresses et les téléphones étaient faux, hein, on a essayé. Je suis allé voir le board, Editor-in-Chief, Editorial Board, et on a fait 2 emails à deux membres du board, dont Andrea Lissotti en Italie, qui nous a répondu en 1 heure, ah ben je ne savais pas que mon nom était dans cet Editorial Board de cette revue.
hein. Donc alors là, mes collègues africains ont commencé à vraiment douter du journal, hein. Euh, et surtout que je leur ai dit, ils demandent $700 sur le site et vous payez 200, puis vous payez 800. Donc là, vous voyez, vous avez derrière l'écran des grands professionnels qui voient un petit peu ce qu'ils font. J'ai un deuxième exemple qui est récent, tout à fait récent. Dans ce groupe, Bai Shideng, le journal qui est mis ici n'est pas le journal dont je vais parler, mais parce que la personne qui s'est fait prendre ne veut pas que je divulgue son nom. C'est un membre de l'Académie nationale de médecine assez prestigieux. Et de ce fait, vis-à-vis de ses collègues, il ne veut pas que ça se sache. Donc, je ne vous en dirai pas plus, ni sur le journal, ni sur le nombre de personnes, mais on est allé très loin. Donc, il vient me voir et il me dit, regardez, j'ai publié plusieurs fois dans ce journal, mais j'ai des soupçons, je ne sais pas bien ce qui se passe. Alors, quand j'ouvre l'écran, je lui dis, bon, bah, vous êtes fait avoir, hein, ça, il n'y a pas de problème, c'est une revue prédatrice. Alors, il découvrait, hein, il me disait, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je lui explique, hein. Alors, on découvre d'abord une chose qui est surprenante, c'est que je lui dis, combien vous avez payé? Il me dit zéro. Ah bon? Et puis, il me montre qu'il a publié d'autres articles aussi. Et dans ce cas-là, je lui dis, vous avez payé. Alors, pour d'autres, il avait un peu payé. L'article dont il me parlait, c'était une revue générale de haut niveau international. Et l'hypothèse après qu'on a faite avec le rédacteur en chef, c'est que les gens derrière lui avaient pas fait payer parce que manifestement, ils ont pris son article pour aller à la pêche d'autres articles. Ils se sont servis de son nom et de son article pour dire, voyez, regardez, on a un tel qui est sur son tout petit créneau dans les 10 leaders mondiaux. Donc, on vous fait gratuit, on prend l'article et on va à la pêche. Avec une documentaliste, on a passé beaucoup de temps et on a montré que ce groupe avait 17 revues et qu'en fait, le gestionnaire de ce groupe, il était en Californie avec ses deux filles et tout se passait en Californie, un Chinois en Californie. On a estimé. On a trouvé sa maison, on a les photos de sa maison, de sa piscine, des fausses adresses. On a tout, ça nous a pris un petit peu de temps. Et on a estimé qu'avec ces deux filles et ces 17 journaux, il devait faire de façon très minimaliste 250 000 euros par mois. Au passage, montré dans des procès aux États-Unis, quand vous faites 250 000 euros pour des revues prédatrices, ça vous a coûté 10 ou 20 000 euros à produire, hein, d'accord, hein. Donc, si vous voulez, ce sont des marges industrielles que personne ne connaît. On pourrait encore beaucoup dire, on a parlé au rédacteur en chef qui a démissionné tout de suite après notre Zoom parce qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était aussi prête-nom et qu'il était là. Il ne faisait rien, mais il y avait son nom et il était content. Un Américain. Donc, si vous voulez, voilà le b.a.-ba des revues prédatrices. C'est quand même quelque chose qui pose certains problèmes. Je vais être obligé d'arrêter le partage parce que j'ai eu un petit problème sur mon ordinateur et je vais le reprendre, hein. Alors, ne bougez pas, excusez-moi, j'ai eu un petit problème que je vais gérer. Alors, voilà, vous revoyez l'écran? Oui, oui. Alors, il a fallu du temps pour arriver à définir ce qu'était ces revues prédatrices, des ententes entre experts. Mais en gros, ce sont des commerçants qui sont intéressés par l'argent, mais pas par le message scientifique. Vous recevez comme moi des tas d'emails, et ces emails, au cours du temps, pour ceux qui ont publié, changent parfois, parce que j'ai pris celui-ci que j'ai reçu en décembre, parce que d'abord, on me demande dans celui-ci d'être rédacteur pour ce journal si je veux, on me fait quelques propositions, et parce que cet email, il vient du Texas cette fois-ci. Je vous ai dit tout à l'heure, ils venaient tous d'Inde, d'Hyderabad, d'Égypte, tout. Il y a eu un mouvement, il y a eu des déplacements d'un certain nombre de revues prédatrices qui sont maintenant, et vous l'avez vu dans le cas qu'on a vu, créées de toutes pièces en Europe. Il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Donc, il se passe des tas de choses. Mais il n'y aurait pas de revues prédatrices s'il n'y avait pas des chercheurs. Et quand on fait des enquêtes auprès des chercheurs, un certain nombre sont assez contents. On a des témoignages, hein, qui disent qu'en gros,
Bah, j'avais pas vu, j'étais pas au courant, je suis pressé par mon patron, c'est intéressant, je reste dans la course. Il y a beaucoup d'arguments donnés en tous sens, hein, par des chercheurs pour, disons, dire je me suis pas rendu compte, c'est pas bien, je referai plus. Beaucoup d'initiatives, et le Grisoff en a fait, avec le syndicat, avec d'autres choses. Le CIDMEF en a fait, et je vous ai mis un poster, par exemple. Et je ne rentrerai pas dans tous ces détails. La meilleure chose, c'est d'abord de mieux faire connaître, d'apprendre à choisir sa revue et de demander à des gens qui connaissent les revues, de faire attention qu'on se fait piller, qu'on se fait prendre les droits. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne rentrerai pas dans tous ces détails. On ne s'en sortira un jour que si tous les acteurs se mettent ensemble, et aujourd'hui, ils ne sont pas tous ensemble. Par tous les acteurs, ce n'est pas que les chercheurs, ce n'est pas que les revues légitimes, ce sont les universités, ce sont les financeurs, ce sont des tas de choses. Et dans une université en France aujourd'hui, il y a eu un cas de quelqu'un qui n'a pas eu une promotion comme professeur parce qu'il avait trop d'articles sur son CV de revues de piètre qualité ou douteuses. Mais aujourd'hui, il y a encore, en France, dans des CNU, des gens nommés avec des revues prédatrices sur leur CV. Il y en a encore, si je vous le dis, c'est que j'ai des témoignages. Avant de rentrer dans le détail des revues de piètre qualité, qui ne sont pas exactement, et je vais vous l'expliquer, des revues prédatrices, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, donnons-nous 5 minutes, Étienne, s'il y a des questions, et si ceux qui nous écoutent ont quelques questions, parce qu'on va parler des revues de piètre qualité et maintenant de l'inflation des publications et pourquoi. Je vais aller voir dans Étienne? le chat si on a des questions. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Bougez pas. Est-ce que j'ai des mains levées? Oui, Denis, vas-y, ta main est levée. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, on t'entend bien. Oui, alors oui, ma question c'est que quand même les chercheurs sont intéressés à progresser au plan académique et cette progression se fait notamment sur l'impact facteur, sur les publications d'impact facteur élevé. Et alors enfin, j'imagine que bon nombre de ces revues prédatrices n'ont pas d'impact facteur ou en ont un très faible, on vient de le voir sur la plaque précédente, à 0,8. Donc, comment se fait-il que Alors, ces revues aient un tel succès alors qu'il n'y a pas de récompense derrière en termes de promotion académique? alors, sur la diapo que vous avez vue, c'était un faux impact factor, hein, le Ah, 0,8 que vous citez. Donc ouais. là, il est faux, il est inventé, hein, mais les gens le prennent. Il faut savoir que dans PubMed, dans certaines disciplines, la rééducation fonctionnelle, la neurologie, il a été montré que parfois 5% des revues indexées dans ces domaines étaient des revues prédatrices. Je viendrai tout à l'heure aux revues de piètre qualité. Je vous expliquerai comment on arrive à se faire indexer ou à passer dans PubMed. Il y a des tas de bypass par euh, PMC. Il y a des tas de systèmes quand on est un peu intelligent pour arriver à rentrer dans PubMed. Euh, Autre question? oui, est-ce que je peux faire un commentaire? Oui. Oui, j'aimerais faire deux commentaires. Le premier commentaire, c'est sur le facteur d'impact. Effectivement, le facteur d'impact, il faut faire attention. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, là, c'est que, puis là, je parle pour les revues de qualité, je parle pas pour les revues douteuses ou whatever, là, je parle pour les revues de qualité. Le facteur d'impact est beaucoup relié au domaine. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui publie dans un journal de facteur impact élevé en neurosciences va facilement atteindre le 9, le 10, le 11, le 12. Alors que, par exemple, ceux qui publient, parce que je connais bien, en reproduction, et c'est aussi difficile de publier dans la meilleure revue de reproduction que dans la meilleure revue de neurosciences, mais dans la revue de reproduction, qui est BOR, c'est 3,8. Donc, ça, c'est la première réalité auquel on doit faire face. Et pour pallier à ça, et c'est mon deuxième commentaire, il y a un second, il y a un second fac- il y a un, sec- il y a un second facteur qui est pris en compte, et c'est ce qu'on appelle le nombre de citations. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus réaliste, parce que un article publié dans Neurosciences de haute qualité va risquer d'avoir un nombre de citations à peu près équivalent à celui qui va avoir publié dans BioR
Puis le nombre de citations va être à peu près équivalent, mais le facteur d'impact est bien différent. Donc, il y a la combinaison de ces deux facteurs-là, et au Canada, maintenant, on tient compte de ça beaucoup. Un dernier commentaire, Hervé, si tu permets. Les revues prédatrices, tout comme les plateformes, posent un énorme problème au Canada et ailleurs aussi, là, mais au Canada, ça pose un énorme problème lorsque vient le temps pour les organismes de subvention de juger de la qualité des travaux. Bon, c'est facile pour une revue prédatrice parce que tu vas tout de suite l'éliminer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les textes qui sont déposés sur des plateformes et qui n'ont pas reçu la validation par les pairs? Et quand tu poses la question aux organismes de subvention, et puis là, je parle pas, je veux citer personne, mais je le sais parce que je suis là-dedans, on nous dit, on se fie à vous, monsieur. On se fie à votre jugement. Ben, il y a 10 ans, la question ne se posait même pas parce que ces textes-là étaient même pas considérés. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fin de mon commentaire et merci. Trois courtes réponses. Le facteur d'impact est différent selon les disciplines parce que le nombre de chercheurs et le nombre d'articles n'est pas le même dans la discipline. Et c'est lié à ça, hein. Donc ça, on ne pourra pas le changer, hein. Ensuite, bah, les revues prédatrices, il y a une chose que je n'ai jamais dite, c'est qu'il peut y avoir de bons articles dans ces revues. Ah ben oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai. Et puis, un petit conseil pour Yves qui regarde les citations et le nombre. Je décrirai à la fin les citation mills. Yves, si tu as 200 €, tu peux acheter pour te faire citer dans d'autres revues pour faire monter ton nombre de citations. En général, ça se vend 200 €. Je te donnerai le truc. Ah ben écoute, je veux pas le truc parce que ça m'intéresse pas, mais je savais pas que ça se faisait, par exemple. Et donc, Ça se non, fait. non, mais ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, on n'a pas et je trouve ça triste, on n'a pas de moyens Non. éthiques, équitables, de vraiment dire ce texte-là est bon parce que son nombre de citations, parce qu'il est publié dans une revue à haut facteur d'impact. Hmm. En tout cas, je trouve que ça commence à être dangereux. Sauf s'il y avait encore une question, je propose de Oui. continuer. Hervé, je ne sais pas si Oui. tu vas en parler après, mais comme on est sur le chapitre des revues prédatrices, comment débusquer une revue prédatrice? Il existe des systèmes comme ça, mais le premier système, allez voir un documentaliste qui connaît bien et qui va vous aider, parce que ça commencera à aller beaucoup plus vite. Moi, quand quelqu'un vient me voir, ça va très vite. Parce que tout seul, on peut avoir des systèmes. Alors, les vraies revues prédatrices, il y a des fautes d'orthographe, le site ne marche pas, on soumet avec un email, un attachement à un email et compagnie, mais tout ça, c'est en train de changer. Et les revues prédatrices, elles n'ont plus de fautes d'orthographe. Les revues de prédatrices ont pris Editorial Manager pour soumettre. Donc, c'est pour ça que soit elles deviennent des revues de piètre qualité, et ça devient encore plus difficile. Mais dans ce cas-là, je terminerai tout à l'heure en vous disant qu'il y a des listes positives, et on reviendra là-dessus. Ok. Georges? Oui? Oui, je voulais juste avoir votre avis sur le groupe Frontières et notamment sur la revue Public Health. Le cas qui s'est présenté à moi, c'est que j'ai trouvé un article d'épidémologiste parisien, je ne vais pas citer le nom, publié dans Public Health de Frontières. Je n'étais pas du tout d'accord avec cet article. J'ai donc fait une lettre à la rédaction à ce sujet qui a été publiée. Alors, première question, est-ce que, même si on n'est pas d'accord par rapport à une revue prédatrice, est-ce qu'on peut faire une lettre à la rédaction, à cette revue? Bon, et ce que je voudrais dire aussi par rapport à ma lettre à la rédaction, bon, j'ai payé 300 €, hein. Oui, Euh, ils font payer, hein. elle a été reviewée. Alors que quand j'étais rédacteur en chef, une lettre à la rédaction, je demandais seulement l'avis du comité de rédaction pour la publier, je ne faisais pas un reviewage. Et là, ça m'a étonné, elle a été reviewée, l'analyse a été tout à fait correcte, qui m'a été envoyée, et ensuite elle a été publiée. Donc voilà, d'abord, Alors, donc deux questions, l'avis sur Public Health Frontières, et puis est-ce qu'on peut faire une lettre à la rédaction, à une revue prédatrice? Alors, les revues prédatrices, les lettres à la rédaction, elles ne savent pas ce que c'est, mais si vous payez, elles prennent,
hein. En gros, c'est à ce niveau-là, parce qu'il faut voir que derrière les revues prédatrices, ce ne sont pas des chercheurs, hein. Ce sont des informaticiens qui gèrent ça, hein. Donc, eux, c'est le côté mercantile d'abord, hein. Le groupe Frontières, je vais en parler plus tard. Dans la liste qu'on a faite avec la conférence des doyens français, on a éliminé toutes les revues du groupe Frontières. Mais je ne donnerai pas trop de détails parce que nous avons quelques, disons, conseils de collègues ou d'avocats sur cette position-là. Alors, on a bien vu ces revues prédatrices, mais c'est ce qu'on est en train de dire, elles se sont un petit peu améliorées. Et il y a deux gros rapports, les 149 Académies des sciences en France, et vous pourrez aller chercher la version française résumée en 26 pages de ça. Et puis ensuite, l'UNESCO qui commence à se mêler de ça. Pour moi, c'est une bonne chose, parce qu'il commence à se poser des questions sur cette évolution des revues. Pourquoi je dis pour moi c'est une bonne chose? Parce que logiquement, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit les sociétés savantes qui essayent de reprendre la main. Mais elles sont dispersées, elles sont en ordre dispersé, par pays, par ceci, par cela, et elles n'ont pas, il n'y a pas une association mondiale des sociétés savantes qui pourrait prendre la parole pour aller lutter. Donc, les sociétés savantes perdent leur pouvoir au profit de marchands. Et peut-être que par ces deux initiatives, il se passera des choses, mais c'est encore extrêmement difficile. Parce que les revues de piètre qualité, dont Frontières, dont MDPI et d'autres, commencent à apparaître depuis une dizaine d'années, plus anciens pour d'autres. Et ce sont. Alors là, on n'est plus en Inde, hein. On est dans des pays plutôt développés. Ce sont des grosses sociétés, je vais vous donner les chiffres des salariés de MDPI, hein, et tout marche bien. On prend des editorial managers et, je réponds partiellement à ce qui m'a été demandé, elles savent faire comment avoir un facteur d'impact. Avoir un facteur d'impact, c'est répondre à des critères de qualité. Il y en a 28, ISSN, pas de faute d'orthographe sur le site, régularité, éditeur, un manager. C'est uniquement des critères de fonctionnement de la revue. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qu'on publie, hein. Donc, il n'est pas étonnant que quand on sait faire le métier, Frontières, on arrive à avoir des facteurs d'impact parce qu'on se met dans les rails. Et elle joue aussi par ce qui s'appelle ses guest editors, c'est on va faire des numéros spéciaux. Plutôt que d'avoir une revue qui va sortir tous les mois ou ceci ou c'est long ou quoi que ce soit, on va chercher des guest editors qu'on paye et on leur dit est-ce que vous ne pouvez pas faire un numéro d'ici 6 semaines? Et alors là, ces gens qui reçoivent de l'argent, ils trouvent tout ce qui est sur les étagères, qui a été refusé 3 fois, ils le font refaire un peu et ils arrivent à tout publier. Et chaque revue, dont la revue c'est Public Health que cite Georges, toutes ces revues affichent des taux de 60% d'acceptation. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'en général, et on a la preuve, M. Aquarius en Hollande, on a la traçabilité, a été reviewer d'une revue chez MDPI, il refuse. 2 jours après, il reçoit le même article d'une autre revue de MDPI. Il refuse. Il trace, 4 jours après, l'article était publié dans une troisième revue du groupe. C'est-à-dire tout ce qui est soumis à ces groupes est publié à 100%, mais pas obligatoirement dans la revue où on l'a mis, hein. Il nous menace, on a reçu quelques lettres juridiques sur lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails. Ce sont plus, comme c'est Elsevier, Springer et compagnie, les escrocs qui font 30% de marge parce qu'ils sont en bourse et qu'on a les chiffres. Là, on n'a aucune idée des chiffres d'affaires. D'accord ? Et certaines de ces revues, on parlait de Frontières, sont considérées comme légitimes dans certaines universités. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Ce qui fait que c'est l'UNESCO qui a dit les revues, il y a 3 sortes de revues. Je passerai sur ce qu'on appelle les revues légitimes à droite, les revues de qualité, qui sont toutes les revues de sociétés savantes que vous connaissez, dont d'ailleurs certaines ne marchent pas toujours très bien. Donc on peut se demander si elles ne seraient pas dans la case de gauche, hein, alors qu'elles font de leur mieux parce que c'est une petite société, parce que ceci, et qu'elles travaillent au mieux. Il y a tout à gauche ces frauduleuses, qui sont ces revues prédatrices, et est arrivé un segment au milieu qui est appelé par l'UNESCO de piètre qualité, hein, c'est le nom,
Et c'est là que je vais vous parler des groupes MDPI, Frontières ou d'autres, qui sont un peu différentes, qui marchent bien sur certaines choses, qui sont très vendeuses, hein. Ils vous disent qu'ils sont les meilleurs. Avec le danger actuel, c'est que des sociétés savantes partent chez eux, hein. Frontiers a une politique très très forte pour attirer des sociétés savantes, la Société européenne des hernies ou d'autres, parce que Frontiers a un système électronique de management des revues parfait, ça marche très bien. Et l'avantage, c'est que ça va très vite, hein. Alors, on parlera un tout petit peu du peer review et de sa qualité. Donc, c'est difficile de faire les trois, de voir dans les trois cases, d'autant qu'il y a des frontières qui sont floues. Alors, on reçoit encore pour des numéros spéciaux. Je vais passer et si je fais, j'aurai des discounts de certains groupes. Et ce que je vous disais en entrant, c'est que maintenant, le grand public commence à être averti de certaines pratiques. Certaines pratiques, et ce que je vais vous raconter, c'est très récent, c'est moins de 5 ans pour certaines choses. Et les articles commencent à sortir dans le grand public, ce qui est un bien, un mal, je ne sais pas. Ça montre, certains disent la science est pourrie, c'est tout. Moi, je dis, bah, ça va peut-être faire prendre conscience au système académique qu'il se passe des choses parce qu'enfin, le public le fait. Et je vais vous tirer deux diapos de ces journaux. Une du Monde. Vous avez à gauche, dans Web of Science, le nombre d'articles indexés en 2013, 1,7 million, et le nombre d'articles indexés en 2022, 2,8 millions. Donc, en moins de 10 ans, la production annuelle indexée dans Web of Science a augmenté de plus de 1 million par an, hein, d'accord? Alors, quand vous mettez cette courbe à côté du nombre de chercheurs, à côté du nombre de doctorants, à côté de n'importe quoi, les courbes du nombre de chercheurs, elles sont presque plates, hein, elles augmentent un peu, hein. Donc, si vous voulez, ça veut dire que la productivité par chercheur, et c'est montré ailleurs, le chercheur en 10 ans, hein, publie 1,5 articles alors qu'il en publiait un il y a 10 ans. Donc, la productivité a monté. Et les types de publications, c'est à droite. Quand vous prenez Springer, il reste sur ce qui s'appelle les parutions régulières, le numéro en janvier, en février, en mars, en avril, avec un comité de rédaction qui regarde, qui sélectionne. Tandis que quand vous allez dans les groupes Frontières CMDPI qui avaient commencé comme ça, ils se sont aperçus que faire des numéros spéciaux, en trouvant un guest editor, ça allait beaucoup plus vite. Les gens se remuaient, on payait un peu le guest editor et on sortait en 3 semaines à 6 semaines 10 articles sur un thème. Et les guest editors aiment bien parce qu'ils deviennent le référent sur ce thème. Ils prennent du pouvoir par ça. Ils arrivent à tirer 10 articles sur le sujet qu'ils ont. Ils sont le guest editor. Donc, les guest editors aiment bien aussi. Moi, j'ai eu des conflits plus que très forts avec un guest editor français. C'est extrêmement complexe parce qu'ils sont contents aussi, hein. Ils sont payés et apprennent des choses. Alors, la même étude a été reprise, a montré que, en fait, vous avez les groupes en haut, hein. En bas, c'est Nature Plus, Springer, Wiley. En haut, vous avez à droite MDPI, notamment, les groupes. Et vous voyez que ce qui est en rouge, ce sont les numéros spéciaux. Et ce qui est en bleu, ce sont les numéros réguliers. Donc, vous voyez aussi apparaître que des groupes comme Springer, comme Wiley ou autres, se mettent à faire des numéros spéciaux pour rester dans la course. Moi, j'ai parlé à des gens dans ces groupes haut placés, ils disent, nous, on ne voulait pas faire cette cuisine, mais si on veut survivre, on est obligé de rentrer dans la cuisine, hein. Donc, il se passe beaucoup de choses avec ces groupes. Il y a aussi Indawi qui a été racheté par Wiley, il y a des tas de choses. Donc, il y a un changement de scope dans ces revues. La même étude reprise par The Economist à gauche donne les mêmes choses, mais ce qui est intéressant, c'est cette iconographie que vous avez à droite, que je vais commenter tout doucement, de façon à ce qu'on voit. On a étudié dans cette iconographie, le temps entre la soumission et la publication. Combien de temps se passe-t-il entre soumission et publication? Alors, tous les auteurs se plaignent parce que ça prend 3 mois, hein, ça prend 100 jours, ça prend 150 jours.
Si vous regardez en bas, ce qui est appelé les traditional publishers, là, on est dans les Springer, Elsevier, Wiley ou d'autres choses. On voit qu'en 2016, en 2019 et en 2022, les trois courbes sont superposées, c'est-à-dire que personne n'a changé ses pratiques et on est toujours dans ces groupes une acceptation en 100 jours, disons, entre la soumission et la publication. Et ça n'a pas changé. Par contre, si on va au-dessus, dans ce qu'on appelle ces piètres qualités, et là, il y a Frontières, CNDPI et Indawi, hein, vous voyez les trois courbes, 2016, 2019, 2022, ils ont travaillé en moins de 10 ans pour réduire leur temps de publication. C'est-à-dire que s'il y a 10 ans, ils publiaient en 60 jours, aujourd'hui, ils publient en 30 jours. Donc, ils ont beaucoup travaillé cet espace-là et ils l'accélèrent encore actuellement parce qu'ils font du peer review par de l'intelligence artificielle, hein, qui relisent quand même, hein. Donc, actuellement, vous voyez, la guerre est difficile. Vous avez en bas des sociétés savantes qui travaillent bien, qui font un vrai peer review avec 2 reviewers qui relisent leurs articles. Et vous avez en haut ces marchands qui disent, de toute façon, les chercheurs, ils veulent aller plus vite. Ils se foutent de la qualité. Leur truc, c'est qu'ils payent moins cher et qu'ils publient vite. Donc, si vous voulez, les dés sont un peu pipés, hein, et c'est complexe. On n'a pas de données chiffrées sur ces groupes. Un Anglais, avec certaines méthodes que je ne détaillerai pas, a réussi à faire une hypothèse sur les chiffres d'affaires de ce groupe. Et vous voyez qu'en 7 ans, on est passé de 14 à 294 millions de chiffres d'affaires annuels en francs suisses. Je vous laisse réfléchir à ça, mais il n'y a pas de domaine industriel, quel qu'il soit, où les croissances aillent aussi vite. Et on n'a pas d'idée sur les profits, mais quand on dit c'est 30% chez Elsevier et Springer, là, on sait que c'est 70%, 80%, 90%. Alors, ils ont 5 à 6 000 employés, dont environ 5 500 sont en Chine. Et en Chine, ils ont beaucoup de doctorants, de PhD. Et ils font faire ces doctorants contre $50 un peer review en 24 heures. Parce que c'est des gens qui connaissent les sujets ou quoi que ce soit. La technologie, elle est faite de partout. En Roumanie, la filiale roumaine s'est montrée par des preuves, elle est gérée comme en Chine, c'est-à-dire que vous êtes malade, vous restez à travailler. Ils ont eu un mort sur un bureau, choses comme ça. Pas de droit, rien du tout. Voilà. Donc, pour MDPI, on a des données, on n'en a pas pour Frontiers, hein. Ce qui fait que comment faire? Alors, je suis en train de vous dire, la première chose, c'est pas soumettre, hein. Il y a eu au cours du temps beaucoup de listes. La première s'appelait celle de Jeffrey Bell à Denver, Colorado, listant les revues prédatrices. Il a eu des ennuis divers sur lesquels je ne rentre pas. Il a arrêté cette liste. Aujourd'hui, il y a 2 listes de journaux prédateurs qui sont à peu près de qualité. Celle qui est en haut à droite, qui est la société Cabels aux États-Unis, sur 60 critères, qui a environ 20 000 revues prédatrices, marche très bien. Mais si vous voulez, personne n'est abonné en France parce que c'est trop cher. Je n'ai pas exactement les abonnements parce que ça dépend du périmètre qu'on veut prendre, mais on parle de 10, 20, 30 000 euros ou dollars annuels pour avoir accès à cette liste, hein. Donc, si vous voulez, il n'y a que quelques grandes universités qui l'utilisent. Vous avez Predatory Journals à droite avec une salle vide qui est la porte d'entrée, parce que là, ce sont des anonymes, disons, enfin, on les connaît quand on y est, des anonymes qui gèrent cette liste et qui font une veille sur un certain nombre de choses. Et cette liste n'est pas excellente, mais elle a le mérite d'exister. Donc, si vous voulez, un certain nombre d'organismes, d'universités se disent on ne devrait avoir que des listes, entre guillemets, qu'on appelle positives ou vertes, c'est-à-dire qu'on conseille à nos chercheurs d'aller dans ces revues. On ne leur interdit pas d'aller ailleurs, hein, c'est leur problème, mais s'ils sont dans ces listes, on part du principe que c'est bien. Alors, il y a en France la revue des doyens de médecine et des CNU. Je suis sur le comité d'experts qui s'occupe de cette liste, qui actuellement a 3400 revues indexées, qui sont listées sur un tableau Excel
Et certains CNU ont commencé à ne prendre en compte dans les CV que des articles dans ces revues. Quand vous dites 3400, on estime qu'il y en aurait 30 000 qui existent en anglais à comité de lecture, hein. Donc c'est déjà plutôt sélectif, hein. On se méfie parce qu'on a eu des mauvaises revues indexées qu'on a été obligé de sortir. C'est un travail assez complexe, mais les CNU en France commencent à jouer le jeu. Le meilleur site, c'est le Jufo Portal, qui est finlandais. 240 sociétés savantes ont fait leur classement des revues en 0, 1, 2, 3. C'est un énorme projet qui est en train de prendre de l'avance au niveau international et certains pays vont probablement utiliser le système Jufo. Très complexe à voir. Par exemple, en France, vous avez le CIRAD, qui est l'agence d'agronomie à Montpellier, d'agronomie tropicale, a aussi sa liste de 2400 revues sur son site. En France, un certain nombre d'organismes ont leur liste, mais elles ne sont pas publiques. J'en connais, donc ils ont leur liste pour leurs chercheurs et qui restent sur leur intranet. C'est se préserver contre les lettres d'avocats, c'est se préserver contre les ennuis des confrères, hein. Donc le CIRAD l'a rendu public après, mais d'autres organismes que je connais l'ont comme ça. Donc vous avez vu cette évolution vers ces revues dites de piètre qualité, et je répète pour conclure qu'elles ne publient pas obligatoirement des mauvais articles. Attention, c'est là le problème, ne faisons pas le lien. Je terminerai sur deux choses qui sont d'apparition récente, moins de 5 ans, les paper mills, les review mills et les citation mills. Là, ce sont des sociétés commerciales de communication. J'ai fait un article que je pourrais vous passer où j'ai mis la référence, où j'ai pris des copies écran d'une de ces sociétés en Lettonie, hein. Comme on connaît, ou comme certains ont connu, des sociétés qui écrivent des articles, qui faisaient ça il y a 10 ans, de communication, qui écrivent toutes sortes d'articles, mais qui se sont spécialisées à écrire plus vite, et l'intelligence artificielle a accéléré leur métier, et à écrire des articles qui vont mettre sur le marché, et je reviendrai sur cette diapo, par Twitter ou par d'autres sites, ils expliquent ce qu'ils font et ils demandent aux auteurs de payer. Vous voyez, first author, 900 $, deuxième, troisième dollar, parfois ça va à 2000 $. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on a écrit cet article dans tel domaine, il n'y a pas d'auteur, et si vous voulez être auteur, en fonction de la notoriété de la revue, en fonction de la décroissance, vous payez. Alors on estime aujourd'hui, estime basse, qu'environ au minimum 400 000 articles ont été publiés comme ça. Vous voyez, ça commence à faire un chiffre, hein. Il y a tout un système, ce sont des sociétés commerciales qui marchent bien, qui de temps en temps payent des rédacteurs de revues pour accepter, parce qu'ils se mettent en cheville, hein. Et c'est pour ça que des groupes comme Indawi Wiley ont retiré de la littérature 8000 articles en 2023, hein. Actuellement, les revues ne savent pas dépister à la soumission les faux articles. Alors, elles le dépistent actuellement par certains logiciels qui essayent de voir s'il y a eu de l'intelligence artificielle, mais il y a tout un monde qui s'est monté, et ces sociétés commerciales, il y en a en Ukraine, il y en a en Lettonie, dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe, elles sont surtout là actuellement, hein. Il n'y en a pas du tout en Inde, je n'en connais pas en Afrique, hein. Donc voilà, si vous voulez être intéressé, Yves est parti, c'est dommage, je pouvais lui donner des articles où il pouvait mettre son nom avec un peu d'argent. Donc il y a tout un monde. Alors, je vous ferai passer des copies d'écran, des articles là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous le donnerai. Je n'ai pas fait de diapo sur les citation mills. C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure à Yves. Vous pouvez aussi payer ces sociétés en disant citez mon article dans ceux que vous allez publier pour faire monter ma notoriété. Là, c'est 200 $. Et il y a aussi, je n'ai pas parlé, les review mills. Le review mills, c'est moi, auteur, je soumets un article avec un email en général non institutionnel, un Yahoo, un Gmail, ou chose comme ça, et je suggère à la revue de faire relire cet article par le professeur Lemarié. D'accord ?
il est connu et vous devez. Et l'email que je donne, c'est lemarié@yahoo.fr, c'est-à-dire je l'ai créé et la boîte, c'est moi qui la gère. Donc la revue va choisir le marié, mais en fait, l'email viendra chez moi, je fais le peer review et je renvoie comme si c'était Étienne Lemarié qui a fait le peer review. Là aussi, c'est assez fréquent et les revues ne savent pas comment s'en sortir. Quand je dis c'est assez fréquent, on parle de milliers de cas, hein, d'accord 10 000 peut-être chez Indawi, et ça joue avec ces paper mills, avec tout ça. Aucun journal n'est exempt, et je citais tout à l'heure le Mali médical, vous pourrez aller voir, a été l'objet d'une fraude il y a quelque temps, et vous allez voir sur son site actuellement. Pour la première fois, le Mali médical a rétracté et retiré un article de la littérature. Qu'est-ce qu'a fait le Mali médical? Ils ont publié un article en français, correct, de la biologie, d'autres choses, et ils ont appris, je ne vous dirai pas comment ils ont appris, que cet article avait été publié 20 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, en anglais dans une autre revue, avec une partie des mêmes auteurs et une partie de nouveaux auteurs. Donc en gros, il y avait une équipe qui avait besoin de faire nommer des jeunes. Ils ont dit, nous, on a déjà publié ça il y a 20 ans, tu le relooks, on change les dates, on fait comme si c'était l'an dernier, on garde tous les mêmes chiffres, on fait tout pareil, et hop, on l'envoie au Mali médical. Donc là, le Mali médical s'en est aperçu. Je terminerai sur les causes profondes de tout ça. Vous avez vu, je suis en train de vous dire que les sociétés savantes perdent la main, hein. Donc, il y a une mercantilisation de la recherche. Ce ne sont plus les sociétés savantes qui gèrent le savoir, dans un certain nombre de cas. Il y a une deuxième chose, l'évaluation de la recherche. On en a suffisamment parlé avec la pression sur les chercheurs. Ça va peut-être changer. Et puis, il y a une troisième chose que l'UNESCO met en avant, c'est-à-dire que le peer review, l'examen par les pairs, n'a jamais été considéré comme une vraie activité académique, ni valorisée, ni remerciée, ce qui fait qu'on peut faire n'importe quoi pour faire du peer review. Ce n'est pas du tout ça. Des solutions, je ne rentrerai pas dans le détail des solutions, il y a énormément d'initiatives dans la plupart des pays pour essayer de changer. Je cite uniquement celle de l'Australie qui marche très bien. En Australie, un CV pour une carrière, un CV pour avoir de l'argent, ne doit pas avoir plus de 10 articles de moins de 10 ans. Donc un CV, c'est 10 articles de moins de 10 ans. Un CV de 30 articles, on le refuse. Donc c'est une culture qui avait commencé avec le 5 sur 5, qu'ils ont passé au 10 sur 10, qui commence à prendre. Et en France, certains CNU réfléchissent au fait que l'évaluation, elle doit devenir qualitative. C'est très douloureux pour un jury parce que ça suppose qu'ils lisent les articles. Donc, c'est vraiment pas populaire. Quand vous avez un index et que vous faites des équations, ça va plus vite. Des modèles nouveaux se créent, c'est-à-dire qu'on va déposer des manuscrits, les faire reviewer par la communauté. Il se passe beaucoup de choses actuellement. Je ne rentrerai pas dans les détails. La question pourrait devenir, est-ce qu'on a encore besoin des revues? Est-ce qu'on ne peut pas juste exiger de mettre des manuscrits sur des sites? Tout le monde donne son avis, comme un guide Michelin, des étoiles, un TripAdvisor, hein. On commence à indexer ces choses-là. C'est un modèle qui change, qui s'appelle PRC, Publish, Review, Curate, Archivage. Donc, on met ça, et c'est Peer Community et beaucoup d'autres. En vous remerciant, je pourrais vous passer des petites choses pour vous parler de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va vers des journaux robots pour des lecteurs robots? Parce que le modèle est en train de changer très, très vite dans les journaux, hein. Et vous avez en bas à droite une image publiée par une revue du groupe Frontiers, soi-disant après peer review, qui avait été faite par l'intelligence artificielle. Et je vous laisse apprécier la qualité de cette image. Je vous remercie. Étienne, à toi la parole. Oui, merci Hervé. Eh bien, écoutez, on va passer la parole à la salle, si je puis dire. Qui veut intervenir? Vous pouvez lever la main, ce sera peut-être plus simple. Oui, C'était peut-être un peu rapide et pas toujours clair, donc n'hésitez pas.
Oui, je peux peut-être donner un commentaire rapide. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 vas-y. OK. D'abord, merci Hervé pour ce topo-là que je qualifierais de extrêmement bouleversant. Parce que comme chercheur, je t'avoue que ça fait peur, hein. Puis ça fait déjà un petit bout de temps avec Étienne et d'autres, et dont toi, où on est dans ces affaires-là. Et puis, à chaque fois que je t'entends, je me rends compte que le fossé est encore plus profond que je pensais. Et donc, ça fait peur. Ça fait peur. Mais en même temps, il faut réagir face à ça, puis il faut pas se laisser abattre par ça. Donc, ça, c'est mon commentaire général. Je voudrais juste. Je te coupe. Mon commentaire, il est très biomédical. Oui, Les revues de sciences sociales ne sont pas dans ce monde-là. non, je le Hein. sais, exactement. D'accord, hein, il faut Non, non. faire attention à ça. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout ce qui est sciences humaines et sciences sociales est à part, ou en fait, Voilà, je dirais tous les secteurs où les hypothèses évoluent beaucoup plus lentement, et où la recherche est une recherche d'interprétation, voilà, d'opinion. Ça rentre pas dans ce que tu viens de dire. voilà. Ne généralisons Ah oui, pas. D'accord? exactement. Ça, je suis très conscient de ça. Le secteur affecté, c'est le monde de la santé au sens large du terme, c'est lui. Mais Biologie. je voudrais faire une petite distinction parce que tu as parlé du mané médical. D'abord, j'étais pas au courant de cette histoire-là du mané médical. Mais pour moi, oui, c'est grave. Mais tu te souviendras, dans le temps de la COVID, en 2020-2021, il y a des articles majeurs qui ont été retirés du Lancet, du New England Journal of Medicine, etc. Et ça, ce sont des erreurs de peer review. Ce sont, pour moi, ça reste des journaux de bonne qualité, mais ça a allumé la lumière que sous la pression, et c'est D'accord, pas parce qu'il y a une pression externe qu'il faut publier vite pour telle et telle raison, d'accord. faut embarquer dans ce schéma-là. Donc, moi, ces affaires-là, le maladie médical, je suis triste pour eux de cette histoire-là, mais dans ma tête à moi, ça reste encore une bonne revue. Oui, mais Dans c'est un lequel- bon exemple. Ils ont montré qu'ils étaient capables de réagir. Aussi, effectivement, Parce comme qu'ils le ont passé Lancet. beaucoup de temps à savoir est-ce que je retire ou pas. La décision a été difficile. OK, d'accord. Mais c'est la même chose pour le Lancet et puis pour New England Journal of Medicine. Sur ça, je laisse la parole aux autres et encore merci de ce topo-là, mon ami. Alors, madame ou monsieur Bessot, on levez la main. Ah, Oui, c'est bonjour, Maël monsieur. Bessot à l'Institut Pasteur à Paris. Euh, Oui. Moi, j'avais une remarque et une question. Bon, je souscris à tout ce que vous avez dit, sauf peut-être sur la productivité que vous avez soulevée. Je ne sais pas si elle est si surprenante que ça, parce qu'on a quand même une augmentation de la productivité qui est due à la technologie. Moi, je suis virologiste. Il y a 25 ans, pour séquencer un virus, il fallait 6 mois. Aujourd'hui, en une journée, on a le génome de 50 virus. Donc ça m'étonne pas, c'est vrai pour la protéomique, c'est vrai pour beaucoup, pour beaucoup de choses. Ça, c'était ma remarque. Ma question, moi, je suis toujours face à un dilemme quand je reçois les demandes d'évaluation de la part de MDPI, notamment, qui me sollicitent souvent pour reviewer des articles en une semaine. Je refuse quasiment systématiquement. Néanmoins, quand je fais ça, je sais que l'article va être adressé à quelqu'un d'autre, peut-être moins compétent que moi, peut-être moins regardant que moi, et que donc en refusant d'évaluer ces articles-là, je favorise leur publication. Et donc je suis pris dans ce dilemme, et je ne sais pas si vous auriez une façon de m'aider à m'en sortir. Merci. Non, j'ai pas de façon. De toute façon, je ne jouerai pas parce que même si vous refusez, il sera publié quelque part. Donc vous perdez votre temps là. Par contre, je profite de votre présence pour signaler que l'Institut Pasteur a un site sur la science ouverte exceptionnel. Très bien, absolument. Que l'on relaie dans notre bulletin chaque mois. Et on vous remercie. Monsieur Ndoye, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Ouvrez votre micro, Monsieur Ndoye. Attends, on peut peut-être l'ouvrir, Oui, non? excusez-moi, j'ai une image qui s'est interposée sur mon écran. J'ai une image qui s'est interposée sur mon écran au moment où j'allais parler, j'allais ouvrir le micro. Voilà, je voudrais faire assez rapidement poser une question et puis trois petits commentaires.
Alors, la première question en tant que médecin et enseignant exerçant en Afrique, c'était par rapport au CAMES, qui est le système de promotion de tous les enseignants. Euh, En sachant, soi-disant, enfin, en précisant juste que je n'ai jamais été jury en présentiel d'évaluation, mais qu'à Dakar, on voit passer beaucoup de candidats et on a une petite expérience dans le domaine. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'information est aussi détaillée au niveau du CAMES? Mais j'étais sur le site du CAMES il y a quelques jours et je crois savoir qu'effectivement, le CAMES a pris des dispositions depuis quelques années par rapport à ça. Je pense qu'ils sont informés. Ils ont tous les outils pour le faire. Mais je pense que le problème, c'est peut-être la mise en application et l'intégrité des juges, l'intégrité des lecteurs. Donc, le premier commentaire, c'est qu'effectivement, cette situation est très inquiétante. Elle est beaucoup plus inquiétante que je ne le pensais. Et c'est pour ça que je tenais absolument à participer à cette réunion et je tenais à vous remercier, puisque c'est la première fois que j'y participe. Au titre d'anecdote, j'ai eu un de mes élèves, un chirurgien comme moi, viscéraliste et enseignant en anatomie, que j'ai suivi, que j'ai formé, que j'ai encadré pour son master d'anatomie, ensuite pour sa thèse d'anatomie, mais j'ai été complètement dupé. Je lui avais trouvé un stage à Lille, c'était en 2018, et j'ai même fait une lettre aux membres du jury, une lettre ouverte aux membres du jury avant le concours. Il y avait des trucages. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. C'est quelqu'un qui pouvait publier plus de 10 articles en un an. Bon, c'est une parenthèse, mais on m'y a pris une fois, je crois qu'on ne m'y reprendra pas une deuxième fois. Le deuxième commentaire, c'est par rapport à Mali Médical. Mais Mali Médical, il y a déjà une quinzaine d'années, moi-même, j'ai eu à publier un article en anatomie il y a une quinzaine d'années. Je prends l'exemple du cancer du pancréas. Il y a un article qui a été publié par quelqu'un qui est devenu enseignant de rang magistral après. C'est connu, qui publiait un taux de résécabilité à Bamako plus élevé que les grands centres européens de prise en charge du cancer du pancréas, sachant que le pronostic est très mauvais. Dans les conférences de consensus, à l'époque, le taux de résécabilité, je crois que c'est l'équipe de Belghiti en région parisienne, c'était entre 35 et 40%. Ces personnes arrivaient à réséquer à Bamako plus de 50% des patients, sachant que les délais de consultation sont tardifs, que la prise en charge n'est pas la même. Pire, la morbidité, on sait que le taux de fistule anastomotique est très important. Ces gens avaient un taux de morbidité de 0%. Et ça, le Mali Médical, c'est un vieux problème. Ça fait plus de 15 ans. Voilà, je vais terminer juste. Je sais que ça va être compliqué parce qu'en fait, c'est un problème d'ordre mondial. Mais on va arriver, je pense qu'il va falloir criminaliser certains actes, parce que le gros problème, pour le peu d'expérience que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, les conférences de consensus, hein, je parle de la médecine, hein, pour laquelle que je connais le mieux, les conférences de consensus, de prise en charge des patients, sont basées sur les travaux de la recherche. Donc, à partir du moment où c'est faux au départ, voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais je tenais à répondre. Merci. Rapide parce qu'on peut finir dans 10 minutes. Le CAMES, il faut l'alerter, hein, je suis très au courant et c'est difficile. Il y a des tas de problèmes que j'appellerais de convenances sociales diverses et variées qui sont complexes, hein. La criminalisation, elle est devenue à l'ordre du jour en Chine, puisque la Chine a récemment sorti des papiers, mais on ne sait pas bien ce qui se passe en Chine, pour dire que tous ces problèmes d'intégrité n'étaient plus traités dans les universités, mais uniquement aux tribunaux, hein. Alors, nous, on n'en est pas encore là, je ne le souhaite pas non plus, mais malheureusement, c'est peut-être une solution dans certains cas. Le Mali médical, je suis assez d'accord, je connais bien comment tout fonctionne, mais il a l'avantage d'exister et de survivre. Vous connaissez les difficultés qu'il a pour survivre. Les chercheurs qui publient beaucoup, il y en a plus de 400 qui publient plus de 75 articles par an dans le monde, hein. Donc, vous voyez, vous êtes petit joueur, là, avec vos chiffres, si je peux me permettre. Et je terminerai en répondant, et j'ai partiellement répondu à un commentaire sur le chat, comment un jeune peut financer tous ces articles, hein. Je répondrai deux choses. Soit il demande de ne pas payer, mais si l'équipe est totalement africaine, la plupart des journaux vont accepter de ne pas le faire payer. Mais il faut le demander, hein. Alors, si l'équipe est moitié européenne, moitié africaine, là, le jeu n'est plus le même. Allez, encore un commentaire. Oui, il y avait une main levée, mais qui n'est plus levée, je crois. Je ne vois pas. Disparu.
Voilà. Juste un petit commentaire pour le CAMES. C'est vrai que le CAMES commence à s'intéresser au problème des revues. Le gros souci qu'ils avaient jusqu'ici, c'était l'équivalence des diplômes. C'était ça la priorité. Parce que comment identifier un spécialiste, enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui a passé un an enfin, dans je ne sais quel Ouais. pays, qu'est-ce que vaut le diplôme? C'était ça la difficulté première. Mais Puis il c'est commence à difficile, c'est s'intéresser effectivement aux multi-pays et c'est articles. multidiscipline, hein. Absolument. Qui veut intervenir? On a encore 10 petites minutes. Personne? Écoutez, si Je- personne ne veut intervenir. juste, j'ai pas Oui. donné le message principal, hein. Ah, Le message principal, c'est que je suis très persuadé que tous les chercheurs sont honnêtes, hein. Il La faut, plupart, en tout cas. ouais, hein, il faut pas non plus croire que tous sont des escrocs. Donc, il faut bien garder à l'esprit que la plupart des chercheurs sont honnêtes, mais qu'un certain nombre dérivent parce que c'est plus le système qui est en cause, et ils dérivent parce qu'ils sont pressés, on leur pousse des choses. Donc, il faudrait arriver à changer le système, ce qui est encore plus difficile. Merci, excuse-moi. Ben, écoutez, je vais juste prendre 30 secondes pour le mot de la fin, même si tu l'as dit, Hervé. Oui, effectivement, je pense que pas 100%, mais au-delà de 90% des chercheurs qui publient sont des gens éthiques, honnêtes et qui exercent leur profession au mieux de leurs connaissances. Effectivement, en plus de ça, ben, il y a les jeunes qui débutent en carrière et qui sont sous la pression du public ou du péri. Et donc, c'est tentant parfois d'aller vers ces journaux-là. Puis, troisièmement, ben, il y a la pomme pourrie dans le panier de pommes. Ben, elle, effectivement, peut-être que si on criminalisait ces actions-là, comme M. Endoy l'a proposé, l'a souligné, peut-être que finalement, là, ces pommes finiraient par pourrir toutes seules. Ceci étant, je remercie Hervé Maisonneuve de sa prestation qui a été magistrale. Mille merci, mon cher ami, et puis tu nous donnes simplement le goût de te réinviter. Donc, avant de fermer, j'aimerais juste vous annoncer très rapidement quelques conférences à venir. Ceux qui sont intéressés, juste envoyer un courriel soit à Étienne Lemarié ou soit à moi, et puis nous proposer un sujet, et puis on va vous intégrer. Il n'y a pas de souci. Habituellement, ce sont les jeudis. Et c'est 15 heures en ce moment parce que nous sommes à l'heure normale et 16 heures lorsque la France passera à l'heure avancée de l'Est. Ben, à ce moment-là, c'est 15 ou 16 heures. Donc, juste pour vous rappeler très rapidement, le 27 février, notre bon ami Étienne ose prendre le micro pour nous parler de l'intelligence artificielle et les décisions aux patients. Est-ce qu'il y a une relation positive? Est-ce que le médecin doit faire confiance, etc. Et là, je vous dis il y a des trous à combler, mais s'en vient très rapidement, très bientôt, le professeur Jean-Marie Leblond, Lévy Leblond, qui est un physicien, médecin, qui va nous parler du partage de l'ignorance. Et donc, la production et la transmission des connaissances en relation avec le partage de l'ignorance. Et ça va être un sujet très intéressant. S'en vient aussi prochainement au mois de mars le professeur Sylvain Meurice, qui est un spécialiste de la du management des facultés. Nous aurons aussi bientôt le professeur Shektidan Sissé, donc qui est obstétricien gynécologue, président sortant de la FIFOG et avec qui au Grisoff on travaille depuis maintenant quelques années. Nous aurons aussi un grand philosophe, Béchir Zouaoui. La date n'est pas connue encore, mais ça va être d'ici ce printemps. Et finalement, je terminerai en disant que au Grisoff, on a instauré ce qu'on appelle bon, parce que je veux le dire, j'ai le blanc de mémoire, mais on laisse place aux doctorants, aux jeunes chercheurs qui sont en thèse. Et la raison de ça, c'est pas tant qu'ils viennent nous expliquer leurs résultats, mais qu'ils viennent nous expliquer leur méthodologie d'approche de leurs questions de recherche. Donc, en avril, nous aurons deux de ces étudiants-là qui feront tour à tour leurs salutations sur le site.
Donc, pour les dates précises, ben, je vous invite à suivre le bulletin qui est publié le lendemain de la sortie du blog de Hervé. Donc, on publie le 3 parce qu'Hervé sort son blog le 2. Donc, le 3 de chaque mois, on essaie d'avoir un bulletin que vous pouvez suivre sur le site grisoff.org. Donc, sur ces quelques mots, moi, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Euh, Juste une petite chose, Yves, tu as cité Souleymane, tu as parlé de Béchir, c'est Souleymane Bachir Diane, Ah, je m'excuse, je me suis trompé de nom. un Je m'excuse. philosophe qui est à New York, qui viendra nous parler du sujet des humanités. Exact. En fait, Béchir Zouaoui, c'est le nouveau président de la FIFOG. Oui, Donc, c'est je ça. m'excuse, j'ai confondu nos deux personnages. Ben, sur Voilà. ces quelques mots, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup à tous.